Voici le plan du cours. Donc les généralités, nous parlerons des définitions, propriétés principales, rôle, structure, classification et représentation des glucides. Nous donnerons des exemples de glucides cités ici. Nous parlerons des dérivés des oses, dérivés d'amines, dérivés acides. Nous parlerons aussi de la vitamine C, les osides, leur définition, comment ils se lient entre eux, des exemples, comment se fait leur hydrolyse pour digestion, les polysaccharides complexes, de structure, de rôle plus énergétique comme le glycogène, la cellulose, les glycosaminoglycanes. Nous parlerons des glycoprotéines et parlerons de la N- et O-glycosylation, la stéréochimie, nous donnerons des exemples, les glycanes, définition et propriétés, importance de la structure des sucres, et nous donnons des exemples sur en fonction de leur structure, comment ils sont utilisés par l'organisme, en parlant de index glycémique, nous parlerons aussi de la coagulation, et de différents rôles qu'ils peuvent avoir dans des structures importantes telles que les nucléotides, les cyclodextrines ou l'enveloppe du VIH. Les glucides n'ont pas seulement un rôle énergétique, ce sont aussi des éléments de structure. Bien sûr, ce sont des réserves énergétiques sous forme du glycogène dont nous reparlerons. Ce sont des composants de métabolites fondamentaux. Ils sont aussi considérés maintenant comme des signaux de reconnaissance et des déterminants antigéniques. Définition des glucides. Ce sont donc des molécules organiques. Le carbone sont porteurs de fonctions alcool, alcool secondaire, alcool primaire, d'une fonction aldéhyde ou cétonique, donc c'est la fonction carbonique, parfois d'une fonction acide ou aminée. Au total, il s'agit d'aldéhyde ou de cétones polyhydroxylés, car un carbone est porteur soit d'un aldéhyde, soit d'une cétone, tous les autres étant porteurs de fonction alcool. Leurs principales propriétés sont les suivantes. Donc certains oses, comme le fructose, ou osides, comme le saccharose, ont la propriété d'avoir un goût sucré, le saccharose étant le sucre de table. Les oses sont très hydrosolubles en raison de leurs nombreuses fonctions alcooliques. Les aldoses sont réducteurs par leur fonction hémiacétalique, donc pseudo-aldéhydique, et les cétoses, par contre, sont très peu réducteurs. On utilise cette propriété pour en faire leur dosage. La glucose oxydase oxyde spécifiquement le glucoacide gluconique, et les oses se réduisent en polyol par voie chimique ou enzymatique. La fonction aldéhyde ou cétonique peut être réduite en alcool, le glucose donnant le glucitol ou sorbitol, le galactose, le galactitol, le mannose, le mannitol, le ribose, le ribitol. Le fructose donne 2 polyols, car la réduction de la fonction CO entraîne la formation d'un carbone asymétrique. Les carbohydrates, qu'on appelle aussi les saccharides, avec comme autre terme sucre ou glucides. Donc voici quelques définitions de base dont je vous laisse prendre connaissance, que je ne peux pas détailler, puisque l'essentiel est sur la diapositive. Quelle est l'importance en biologie des sucres? Ils ont un rôle énergétique puisque 40 à 50% des calories apportées par l'alimentation humaine sont des glucides. Comme nous l'avons vu précédemment, ils ont aussi un rôle de réserve énergétique dans le foie et les muscles, donc avec le glycogène dont nous reparlerons. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ont un rôle structural. Ils interviennent comme éléments de soutien, par exemple dans les végétaux avec la cellulose, de protection
et de reconnaissance dans la cellule. Ce sont aussi des éléments de réserve des végétaux et animaux, donc sous forme de glycogène pour les animaux ou d'amidon pour les végétaux, et des constituants de molécules fondamentales, par exemple les acides nucléiques, les coenzymes et certaines vitamines. En fait, ils représentent un fort pourcentage de la biomasse, car la plus grande partie de la matière organique terrestre est sous forme glucidique. Ils ont également un rôle économique, on ne va pas ici le détailler, mais c'est vrai que l'industrie du sucre est très développée sous différentes formes. La place du glucose est tout à fait particulière puisque c'est le principal carburant des tissus. C'est le seul carburant du fœtus. Il a un rôle fondamental car tous les glucides alimentaires sont absorbés sous forme de glucose ou convertis en glucose dans le foie. Tous les glucides sont synthétisés à partir du glucose dans l'organisme. Alors, comment peut-on faire la classification des glucides? On distingue les oses et les osides. Les critères de classification des oses font appel à leur nombre de carbone de l'ose et à la nature du carboxyle. Le nombre de carbone, lorsqu'il est de 3, on parle de triose. Lorsqu'il est de 6, on parle d'hexose. La nature du carbonyle, donc si c'est un aldéhyde, on parle d'aldose. Si c'est une cétone, on parle de cétose. La combinaison de ces deux critères caractérise l'ose. On parle d'aldopentose, d'aldohexose, de cétopentose et de cétohexose. Les différentes classes de glucides sont représentées sur cette diapositive. Donc on distingue les oses, classées en fonction du nombre d'atomes de carbone, de la fonction carbonyle, qui peuvent être réducteurs et non hydrolysables. Les osides, donc qui sont des oses qui sont reliés entre eux, donc avec ce qu'on appelle les holosides, qui comportent plusieurs oses. On parle à ce moment-là d'oligosides, donc de 2 à 10, et de polyosides lorsqu'ils comportent un enchaînement de plus de 10 oses. On parle aussi d'hétérosides lorsque ils comportent une autre structure qu'un sucre. Les oses peuvent être glycoconjuguées, donc ce sont des structures glucidiques complexes comportant des associations covalentes. Et on a donc ce qu'on appelle une glycosylation qui se fait grâce à des enzymes qu'on appelle des glycosyles transférases. Alors on peut donner un exemple qui est celui du fructose. Donc c'est un isomère de fonction du glucose. Et il faut bien remarquer que certains sucres sont proches les uns des autres, comme ici l'exemple du fructose et du glucose, mais ont pourtant des propriétés biologiques extrêmement différentes. Le fructose, par exemple, étant beaucoup plus réactif avec les protéines que ne l'est le glucose. Un sucre particulier qui est le ribose, qui entre dans la structure des nucléotides et des acides nucléiques. Et ça illustre ici l'importance des sucres dans certaines structures de l'organisme, donc l'ADN. Alors, dans la structure des sucres, on peut parler de différentes formes d'isomérie. On parle donc à ce moment-là d'énantiomères, donc deux enantiomères, donc qui sont des antipodes optiques, ont les mêmes propriétés, à l'exception seule, donc leur pouvoir rotatoire de la lumière. Les anomères sont distingués par les lettres alpha et bêta. La forme est alpha si le groupe hydroxyle anomérique et le groupe CH2OH terminal sont de part et d'autre du cycle, et bêta s'ils sont du même côté. Deux épimères sont des stéréoisomères organiques qui ne diffèrent entre eux que par la configuration d'un seul et unique carbone asymétrique. Par exemple, les sucres alpha-D glucopyranose et alpha-D
galactopyranose, pour lequel seul le groupement hydroxyle sur le 4e carbone a une orientation différente, conférant à ces deux sucres des propriétés extrêmement différentes. Un aldohexose est un ose composé de 6 atomes de carbone, donc on parle à ce moment-là d'hexose, et dont le premier atome possède une fonction aldéhyde. Un cétéoxose possède 6 carbones et donc, comme son nom l'indique, une fonction cétone, donc ce qui permet de les différencier. Alors, en chimie, une molécule est lévogyre, donc qui tourne la lumière à gauche, donc ça vient du latin levus, qui veut dire gauche, a la propriété de faire dévier le plan de polarisation de la lumière polarisée vers la gauche d'un observateur qui reçoit la lumière. Plus précisément, l'observateur en question voit le plan tourner dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. Un lévogyre est également l'une des deux formes énantiomères d'une molécule chirale, l'autre étant le dextrogyre qui, par définition, lui, aura la propriété de dévier la lumière à droite. Alors, qu'appelle-t-on carbone asymétrique sur un sucre? Donc, il est porteur de 4 radicaux différents. C'est un isomère optique ou énantiomère, donc soit dextrogyre, donc notez plus, soit les isomères lévogyres, notez moins. Lorsque le mélange est équimolaire des deux isomères, c'est-à-dire dextrogyre et lévogyre, on parle d'une forme racémique, donc qui à ce moment-là va être inactif sur la déviation de la lumière polarisée. Une molécule chirale est une molécule optiquement active. Elle renferme donc au moins un carbone asymétrique et elle n'a pas de plan de symétrie. La configuration stéréochimique et le pouvoir rotatoire d'un ose dépendent de la présence de ce carbone asymétrique. Et en dehors du glycéraldéhyde, il n'y a aucune relation entre configuration stéréochimique de l'ose et son pouvoir rotatoire. Il y a différentes façons de représenter les sucres et nous allons nous attarder sur ce qu'on appelle la représentation de Fischer, qui est en fait une convention. La convention de Fischer établit les règles pour écrire la formule développée plane des oses. La chaîne carbonée doit être regardée de façon à ce que tous les angles des lésions carbone-carbone soient convexes vers l'observateur et que la fonction la plus oxydée, donc aldéhyde pour le glucose, soit située en haut de la formule. En tournant les angles carbone-carbone vers vous, l'image devient verticale. Les hydroxydes des fonctions alcool secondaires se répartissent alors de façon spécifique à gauche ou à droite au plan des carbones sur la nature de l'ose représentée. On imagine alors que la chaîne se déroule en un axe vertical comportant toutes les liaisons carbone-carbone et on représente les oxydryles des fonctions alcool secondaires à gauche ou à droite, comme dans la représentation numéro 2 donnée sur cette diapositive. Dans une projection de Fischer, les liaisons représentées sur la ligne horizontale sortent dans la réalité vers l'avant, hors de la feuille, qui n'a pas de division en 2 dimensions ou 2 écrans, vers vous. C'est pour cette raison qu'une projection de Fischer ne peut être tournée dans le plan de la page ou de l'écran. Alors l'orientation des liaisons les unes relativement aux autres peut changer, convertissant ainsi la molécule et son énantiomère. Pour passer de la représentation de Fischer à d'autres représentations comme celle de Crame, il faut considérer chaque atome de carbone indépendamment des autres, car la représentation de Fischer n'est pas une simple représentation de la molécule, soit un plan en 2 dimensions. Elle permet aussi donc d'avoir des projections soit vers l'avant, soit vers l'arrière de la feuille. Les représentations de Fischer sont le plus souvent utilisées en biochimie pour donner
et illustrer les monosaccharides, mais elles peuvent être aussi utilisées pour les acides aminés ou pour d'autres molécules organiques, puisqu'elles permettent de dépeindre la stéréochimie, c'est-à-dire donc les structures tridimensionnelles d'une molécule. Elles sont très utiles pour différencier les énantiomères de molécules chirales. Alors nous avons ici, selon Fischer, la filiation chimique des oses. Donc formation à partir du déglycéraldéhyde par addition de carbone successifs. Et on va obtenir donc triose, tétrose, pentose, hexose en fonction du nombre de carbone. Un triose peut donner 2 tétroses, comme représenté dans le paragraphe numéro 2 de cette diapositive. Alors, la série D et la série L des oses. Donc, les oses de la série D sont rattachées au déglycéraldéhyde. La configuration spatiale de l'hydroxyle portée par le carbone subterminal de l'ose, donc l'avant-dernier carbone ou carbone N-1, est identique à celle du déglycéraldéhyde. La plus grande majorité des oses naturelles sont de la série D. Les oses de la série L donc dérivent par voie chimique du L-glycéraldéhyde. Alors, nous avons ici une représentation, selon Fischer, de la filiation des oses entre eux à partir donc du déglycéraldéhyde, 3 carbones. Formation donc ensuite d'oses à 4 carbones, d'étréose, d'érythrose. 5 carbones, d'érabinose, d'éribose et 6 carbones avec le dégalactose, le démernose et le déglucose par exemple. Donc ça montre bien ici l'utilité de la représentation de Fischer pour montrer la filiation des oses les uns par rapport aux autres en fonction du nombre de carbones qu'ils comportent. Les principaux oses naturels en fonction de la représentation de Fischer sont par exemple le D-galactose, le D-glucose ou le D-mannose. On peut avoir des épimérisations. Donc l'épimérisation se fait par voie chimique ou enzymatique grâce à une épimérase. Le galactose est par exemple l'épimère en 4 du glucose. L'absence d'épimérase empêche la transformation du galactose en glucose et entraîne par exemple une des formes de la galactosémie congénitale du nouveau-né, qui est une maladie grave, congénitale, donc une maladie métabolique. Le mannose est par exemple l'épimère en 2 du glucose. En terminologie, on distingue les aldopatoses à 5 carbones et une fonction aldose, les cétohexoses comme le fructose à 6 carbones qui comportent une fonction cétone. Alors c'est vrai que la structure linéaire des sucres n'est qu'une représentation et en solution dans l'eau, les oses existent sous forme cyclique. Nous citerons 2 objections à la formation linéaire, par exemple la formation d'acétal, avec la formation d'un acétal, donc un alcool ROH s'ajoute à l'aldéhyde RCHO, le carbone de l'aldéhyde devient le carbone de l'hémiacétal, lié à 2 atomes d'oxygène. L'équilibre de la réaction est nettement en faveur de l'aldéhyde et de l'alcool. Donc aldose ou cétose plus ROH va donner un hémiacétal uniquement. Et il y a aussi donc l'argument de la mutarotation, donc avec ce qu'on appelle les anomères. En effet, la valeur du pouvoir rotatoire d'un ose, donc mesurée au polarimètre, n'est pas fixée immédiatement. Elle le devient au bout d'un certain temps. Ce phénomène est lié à l'existence de 2 formes isomériques, l'anomère alpha ou bêta, à l'origine de la mutarotation. Ces 2 anomères diffèrent par la position dans l'espace de l'hydroxyle hémiacétalique. Quand on laisse par exemple du glucose préalablement cristallisé en solution dans de l'eau, le pouvoir rotatoire passe de plus 112 à plus 52,5 degrés. Quand on laisse une solution dans l'eau de glucose
le temps nécessaire, effectivement, son pouvoir rotatoire va changer. Le carbone numéro 1 est un carbone anomère. Les isomères cycliques sont appelés des anomères. Le groupement de la fonction alcool qu'il porte peut être soit en haut, soit en bas. S'il est en haut, le groupement hydroxyle est du même côté que celui de la série, c'est la forme bêta. Sinon, l'hydroxyle est opposé à celui de la série, c'est la forme alpha. Et donc la figure 2 ici explique comment, dans ces conditions, se fait la cyclisation du glucose. En solution aqueuse, le glucose est en équilibre tautomérique. Il est à 65% sous forme bêta-D glucopyranose, 0,1% sous forme de déglucose, donc linéaire, donc en proportion très faible, et 35% sous forme d'alpha-D glycopyranose. La cyclisation des sucres permet d'avoir 2 fois plus d'isomères. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une structure cyclique des sucres? La fonction aldéhyde ou cétonique dans ces conditions est partiellement dissimulée. Donc, on parle d'hémiacétal. Donc, c'est ce qu'on appelle une forme pseudo-aldéhydique ou pseudo-cétonique. Il existe un carbone asymétrique sur le carbone numéro 1 des aldoses, sur le carbone numéro 2 des cétoses, en raison de l'hémiacétalisation interne qui conduit à 2 anomères alpha-bêta. Et troisième point, l'anomère alpha a un OH hémiacétalique du côté opposé que le OH porté par le carbone subterminal, ce qui permet de déterminer la série. Il y a un pouvoir rotatoire le plus élevé. Et par contre, l'anomère bêta a, lui, les propriétés inverses. Alors, il y a une autre façon de représenter les sucres, donc selon la représentation de Haworth. Les oses se cyclisent généralement sous forme furanique, donc sous forme de furane. Donc ce sont par exemple le ribose qui va donner le ribofuranose. Les 2-déoxyriboses donnent le 2-déoxyribofuranose, le fructose donnant le fructofuranose. Les oses, en général, se cyclisant sous forme pyranique ou pyrane, sont le glucose, qui va donner le glucopyranose, et le galactose, qui va donner le galactopyranose. Nous allons maintenant, pour illustrer cette première partie, donner quelques exemples de sucre. Par exemple, le D-glucopyranose, qui est le glucose naturel, donc dextrogir, est très répandu dans la nature. C'est le principal carburant de l'organisme et le carburant universel du fœtus. En effet, toute baisse de la glycémie chez le fœtus peut avoir des conséquences irréversibles sur son développement psychomoteur. La polymérisation du glucose va conduire au glycogène. On a vu que c'était une forme de réserve énergétique, donc à la fois dans les muscles et le foie. La glycémie et la concentration de glucose à l'équilibre dans le sang, il est de l'ordre de 0,8 g par litre, ce qui fait 4,4 millimoles par litre. Le glucose est réducteur et on se sert par exemple de la glucose oxydase qui va l'oxyder en acide aldonique et on se sert de cette réaction pour le doser. Comme son nom indique, effectivement, le pouvoir rotatoire du glucose est dextrogir, c'est-à-dire qu'il dévie la lumière polarisée vers la droite. Le dégalactopyranose donc vient dans la composition du lactose, qui est un galactose, un glucose. C'est un cérébrogalactoside du cerveau. Il intervient dans certaines structures cérébrales et certains glycolipides ou certaines glycoprotéines. Son pouvoir rotatoire est aussi dextrogir. Le démanopyranose est surtout présent, lui, dans les végétaux. Et par contre, c'est un composant chez l'homme des glycoprotéines et son pouvoir rotatoire est dextrogir. Défructofuranose
furanose, donc on le trouve surtout dans les fruits, d'où son nom, donc le fructose. Son pouvoir rotatoire est lui lévogir, d'où son nom de lévulose. Il est présent en grande quantité dans le liquide spermatique chez l'homme, où il participe au mouvement des spermatozoïdes. Il est présent sous forme furanique dans le saccharose. Sa cyclisation se fait entre le carbone 2 et le carbone 5. Le déribofuranose, donc sa forme furanique est la forme habituelle des pentoses, et on a vu son importance dans la structure des acides nucléiques comme l'ARN. Le bêta-déribofuranose est lié aux bases puriques et pyriméridiques par une liaison N-osidique, donc dans les nucléosides et les nucléotides. Il intervient aussi dans la structure des coenzymes tels que NAD, NADP et ATP. L'interconversion du glucose ou du mannose peut donner le fructose et réciproquement en fonction des besoins de l'organisme. L'épimérisation peut permettre de transformer le glucose en mannose et réciproquement.